L'air de l'église était lourd d'un silence aussi froid que le marbre sous mes pieds. Seul, silhouette solitaire en robe noire, je contemplais les quelques parents réunis pour les funérailles de mon grand-père. Ils ne pleuraient pas. Non, leur visage était marqué d'un mépris familier. Leur murmure résonnait comme un bourdonnement venimeux dans la pièce silencieuse. « Bon débarras, vieux porc », marmonna un cousin. Il l'a bien cherché. Un frisson me parcourut l'échine, une brûlure s'alluma dans mes veines. Il ne savait rien, rien de l'homme qui m'avait élevé, celui qu'il condamnait si facilement. Ce n'étaient que des vautours rôdant autour de sa fortune illusoire. Mais lorsque le prêtre termina sa prière et regarda les bancs vides, une question plana dans l'air. Quelqu'un souhaite-t-il dire un mot en sa mémoire? Silence. Un silence lourd, suffocant. C'est alors que je sus que je devais prendre la parole. Je devais dire la vérité sur l'homme le plus cruel que j'ai jamais connu et sur l'enfer que j'avais vécu avec lui. Je devais leur faire comprendre. Je n'aurais jamais imaginé ce qui allait suivre. J'avais 12 ans, une jeune fille aux tresses brunes ébouriffées et au cœur rempli de rêveries, quand mon monde s'est effondré. Mes parents, David et Sarah Bennett, étaient pilotes. Ils riaient facilement et aimaient profondément. Je me souviens des larges épaules rassurantes de mon père, celles-là même sur lesquelles il me hissait pour que j'aie l'impression de voler. La voix de ma mère était une mélodie, un doux murmure tandis qu'elle peignait des aquarelles qui emplissaient notre petite maison de banlieue de couleurs vibrantes. Notre vie n'était pas grandiose, mais elle était parfaite. Nous avions des soirées cinéma sur le canapé, des barbecues dans le jardin avec les voisins, et un chien nommé Buster, qui faisait partie intégrante de la famille. Nous étions heureux, mais le bonheur, j'allais bientôt l'apprendre, était fragile. Un simple coup de téléphone a tout changé. Les visages des 2 policiers à notre porte étaient blêmes. Leurs paroles étaient pâteuses. Un résumé froid et clinique d'un crash d'avion en montagne. Aucun survivant. L'avion de mon père. Ma mère était avec lui. Le monde autour de moi s'est figé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. La douleur était trop intense. Un bloc de glace s'est solidifié dans ma poitrine, me laissant complètement insensible. C'est alors que tante Clara est apparue. C'était la sœur aînée de ma mère, une femme à la bouche toujours serrée et au regard perçant et calculateur. Je ne l'avais vue qu'aux réunions de famille, où elle semblait toujours nous juger. « Je prends la fille », a-t-elle dit à l'assistante sociale d'une voix froide et sans chaleur. Je ne le savais pas alors, mais elle avait une idée derrière la tête. L'espoir désespéré de trouver un trésor caché que mes parents avaient laissé derrière eux. Elle m'a conduite pendant des heures, le paysage devenant de plus en plus désolé à chaque kilomètre, jusqu'à ce que nous atteignions un endroit qui ressemblait à une ville fantôme. C'était une ville poussiéreuse et balayée par les vents, avec un seul feu de circulation et une poignée de bâtiments délabrés. Et là, à la périphérie de la ville, se trouvait ma nouvelle maison. Une petite ferme délabrée, à la peinture écaillée et au toit de tôle rouillée. Je n'oublierai jamais la première fois que je l'ai vu. Mon grand-père, Richard Sterling, se tenait sur le perron. Il était grand, mince, et ses yeux gris perçants semblaient me transpercer, comme s'il voyait chaque défaut. Il n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Je me suis préparé à une étreinte, à un mot gentil, à quelque chose qui ressemble à du réconfort. Je n'ai reçu qu'un hochement de tête bref et une voix tonitruante qui allait hanter mes rêves pendant des années. « Tu es en retard, Elisabeth. Ne me fais pas perdre mon temps. » C'est à ce moment que ma nouvelle vie a commencé. Une vie de silence, de labeur et d'une discipline à faire pâlir la plupart des gens. J'ignorais alors que le pauvre vieil homme chez qui j'étais envoyé vivre était un milliardaire caché. Dès que j'ai posé le pied dans cette ferme, ma vie s'est transformée en un tourbillon de corvées et de silence. J'ai vite compris que grand-père Richard ne croyait ni au confort ni aux conversations. La vieille ferme était froide et sentait la poussière et la terre humide. Ma chambre était une petite boîte spartiate avec un lit raide, un simple bureau en bois et une fenêtre donnant sur une grange. Pas de lampe de chevet, pas de tapis, rien pour adoucir le choc de ma nouvelle réalité. Seule décoration, un petit tableau noir au mur avec 2 mots griffonnés, travail dur. Mes journées étaient une routine suffocante. Une horloge s'agitait à un rythme effréné. Le son strident de son réveil a retenti à 5 heures. « Lève-toi, Elisabeth. Le soleil n'attend pas. » Sa voix résonna dans le couloir et je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant d'une peur familière. Je suis sorti en titubant. Allongé dans mon lit, l'esprit encore hanté par les images du crash d'avion, les visages de mes parents m'appelant sous la pluie. Il n'y avait pas de temps pour la tristesse, pas de temps pour les rêveries. J'enfilais le vieux jean et les chemises de flanelle qu'il avait préparées pour moi, puis je me précipitais dehors pour nourrir les cochons et nettoyer les tables. Le petit déjeuner était toujours à 6 heures, un repas de solitude. Il était assis en bout de table et moi à l'autre bout, la distance entre nous aussi vaste que l'océan.
Le repas se composait simplement de bouillie de fruits de mer et de toast, et nous mangions en silence. Pas d'histoire joyeuse, pas de rire comme ceux que ma mère partageait autrefois. Montrer une faiblesse était un péché grave. Un jour, j'ai commis l'erreur de me plaindre de mes mains couvertes d'ampoules après avoir pelleté du fumier. « J'ai mal aux mains, grand-père », ai-je dit d'une voix à peine audible. Il a levé la tête, ses yeux gris brillants sous ses sourcils broussailleux. « Mal » a-t-il grogné. « Les hommes ne savent pas ce qu'est la douleur. Tu as perdu tes parents. Et toi, ne te plains pas du travail. Tu te y habitueras. » Ces mots me cinglaient comme un fouet, me réduisant au silence. Les larmes qu'il m'était interdit de verser me montèrent aux yeux. Il me corrigeait sans cesse, hurlant pour la moindre erreur dont mes parents se seraient moqués. Des bottes boueuses dans la maison. Natoy! Cette ferme n'est pas une porcherie. Si je mangeais trop lentement, il sifflait. Dépêche-toi. Le temps, c'est de l'argent. Tu crois que la vie t'attend pour finir ton pain? Oublier de débarrasser la table était le pire des crimes. Un jour, épuisé par la traite des vaches et la réparation des clôtures, j'ai laissé la vaisselle et me suis effondré sur mon lit. J'ai été réveillé par le bruit de ses pas lourds. Il se tenait dans l'embrasure de ma porte, tenant une vieille lanière de cuir accrochée au mur. Il ne m'a pas frappé, mais il l'a brandi, le cuir sifflant doucement dans l'air. Nettoie maintenant. Personne ne fera ton travail à ta place. Je me suis levé péniblement, les mains tremblantes, en lavant la vaisselle sous l'eau glacée. L'eau, les éclaboussures qui me fouettaient le visage comme des larmes que je n'avais pas le droit de verser. Ilutais. La douleur de la perte de mes parents était encore une plaie vive et saignante. Le jour, je me plongeais dans le travail pour oublier. Mais la nuit, sur ce lit de bois grinçant, la solitude me submergeait à nouveau. Je me recroquevillais sur moi-même, murmurant les noms de mes parents, priant pour que le sommeil vienne vite et efface cette dure réalité. Mon enfer personnel n'était pas seulement le travail éreintant, mais aussi cette solitude lancinante et écrasante qui me donnait l'impression d'être un fantôme errant dans une vie qui n'était pas la mienne. Les semaines se sont transformées en mois, et quelque chose a commencé à se produire. L'inattendu s'est produit. Au milieu des larmes et de la sueur, une graine de résilience a commencé à germer en moi. J'avais toujours peur de lui, je regrettais toujours la maison que j'avais perdue. Mais j'ai aussi commencé à voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant. La ferme n'était pas seulement une prison. C'était une école. Et mon grand-père était un professeur impitoyable mais efficace. Ses leçons n'étaient pas données avec des mots doux ou des étreintes réconfortantes, mais c'est par ses actes, par sa manière de vivre imperturbable, que j'ai appris la discipline. Grand-père Richard vivait comme une horloge suisse, précis à la seconde près. À 5 heures. Son réveil sonnait et il était déjà à l'étable. À 6 heures, le petit déjeuner était servi, ni trop tôt ni trop tard. À 8 heures, il labourait les champs, qu'il fasse un soleil de plomb ou qu'il pleuve. Quand j'avais 10 minutes de retard, il se tenait à ma porte, les bras croisés, la voix glaciale comme un vent d'hiver. 10 minutes de retard, c'est 10 minutes de perdu. Tu crois que la vie t'attend? J'ai marmonné des excuses, mes bottes encore humides de rosée, et je me suis précipité à la porcherie. Au début, je détestais sa rigidité, mais peu à peu, j'en ai compris la force. En commençant à me lever à l'heure et à finir mes devoirs avant de me coucher, ma vie est devenue moins chaotique. Sa discipline, bien que sévère, m'a appris à maîtriser mon temps et à donner un sens à ma vie. La deuxième leçon fut la persévérance. Grand-père Richard, il n'abandonnait jamais une tâche. Je me souviens d'une journée d'hiver glacial où une épaisse couche de neige recouvrait les champs. Je pensais qu'il se reposerait près du feu, mais il enfila son imperméable en lambeaux et alla réparer le toit d'une étable qui fuyait. « Grand-père, reposons-nous et faisons-le demain », le suppliai-je, les dents qui claquaient. Il se retourna, ses yeux gris pétillants sous la lampe à pétrole. « Si tu commences quelque chose, tu le finis, Élisabeth. Le travail n'attend pas le beau temps. » Il continua, chaque coup de marteau régulier, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'eau. Je restai là, trempé et épuisé, mais un étrange sentiment de respect m'envahit. Il ne travaillait pas par simple nécessité. C'était sa façon de vivre, inlassable, comme un vieux chêne qui résiste à la tempête. Dès lors, chaque fois qu'un problème de maths était trop difficile ou que j'étais sur le point d'abandonner à cause de la fatigue, je pensais à lui réparant ce toit dans la neige. Son sens de l'économie fut la leçon suivante. Il ne gaspillait jamais rien. Les restes de garniture à pain étaient soigneusement emballés. Les clous et les morceaux de bois étaient ramassés. Il mettait de l'argent de côté pour les incendies. Il tenait un petit carnet en cuir usé où il notait toutes ses dépenses. Un jour, j'ai renversé par inadvertance une bouteille de lait frais sur le sol de la cuisine. Il n'a pas crié. Il a simplement regardé la flaque blanche à l'intérieur. Ce lait, c'est de la sueur, Élisabeth. Un liquide renversé,
c'est un effort gaspillé. J'ai eu honte. Non pas parce qu'il m'avait grondé, mais parce qu'il avait raison. Il vivait frugalement, non par avarice, mais parce qu'il comprenait la valeur des petites choses. Dès lors, j'ai appris à apprécier chaque centime. J'ai commencé à raccommoder les vêtements déchirés et à économiser les pièces que je gagnais en l'aidant à vendre du foin. Il m'a aussi enseigné l'honnêteté et le sens des responsabilités. Mentir, c'est se mentir à soi-même, Elisabeth, disait-il d'une voix de pierre. Est-ce ainsi que tu veux vivre? J'ai appris à affronter la vérité, même quand elle faisait mal. Et il n'a jamais fui son devoir envers la terre de nos ancêtres ni envers moi. Je lui ai demandé un jour, « Pourquoi ne vends-tu pas la ferme pour aller vivre en ville et mener une vie plus simple ?» Il me regarda d'un air pensif. « On ne fuit pas ses responsabilités, Elisabeth. C'est la terre de nos ancêtres. L'abandonner, c'est s'abandonner soi-même. » Ces mots me frappèrent comme un marteau. Ils me réveillèrent. Je commençai à comprendre qu'être forte ne se résumait pas à la force physique, mais à porter des fardeaux. Aussi lourds que fussent ces leçons, forgées dans le creuset de la ferme, était le bagage silencieux qu'il m'avait légué. Il avait fait de moi une femme, non par un amour tendre, mais par des leçons tranchantes comme une lame, éliminant mes faiblesses et révélant l'acier qui sommeillait en moi. Mais à l'approche de mes 18 ans, cette force nouvelle allait être à l'origine de notre plus grand conflit. L'air était chargé de tension, lourd et suffocant comme une tempête imminente. C'était le soir de mon 18e anniversaire. Je venais de recevoir mon bulletin scolaire, une feuille remplie de A et de B. Mon cœur battait la chamade, non de fierté, mais d'espoir qu'il me voie enfin, qu'il me voie vraiment. J'entrai dans la cuisine, le vieux portfolio d'artiste en cuir usé serré contre moi. Ma main. Il était assis à table comme toujours, une tasse de café fumante devant lui. J'ai posé ma note sur la table. J'étais entré à l'école d'art. Grand-père, dis-je d'une voix tremblante mais ferme, c'est la meilleure de l'État. Je veux devenir peintre, comme maman. Il n'a même pas regardé ma note. Il a attrapé une pile de papier à côté de sa tasse de café, des dossiers de candidature pour l'université que je n'avais jamais vus. Tu vas faire une école de commerce, dit-il d'un ton monocorde et définitif. Tu vas étudier l'économie. C'est le seul moyen d'avoir un avenir stable. J'ai eu un frisson d'effroi. Non, grand-père, je ne veux pas. Je veux créer. Je veux peindre. Ses sourcils broussailleux se sont froncés, un voile sombre s'abattant sur son regard. Peindre, a-t-il ricané. Stupide. Myope. Tu veux gâcher ta vie comme ça? Tu crois que quelques taches de couleur sur une toile te sauveront quand tu seras vieille? Ces mots ont été comme un coup de poing, une véritable piqûre de rappel. Des émotions refoulées. Toute la solitude, toute la rancœur accumulée durant mon enfance, passée à peiner dans son ombre, explosèrent en moi comme un volcan. La chaise grinça bruyamment lorsque je me levai d'un bond. Tu es toujours si autoritaire, hurlai-je, ma voix résonnant dans le froid et le silence de la cuisine. Tu ne me comprends jamais. Tu ne t'es jamais soucié de mes désirs. Tu crois que je n'ai pas assez souffert? J'ai vécu un véritable enfer ici et j'ai obéi à tous tes ordres. Mais m'as-tu seulement demandé ce que je ressentais? T'es-tu seulement soucié de la perte de mes parents? Ne sais-tu pas que ça fait mal? Il se leva, me dominant de toute sa hauteur, une statue de pierre prenant vie. Son visage était rouge, ses poings serrés. Ingrat, tonna-t-il. Crois-tu que je t'ai élevé, que je t'ai tout appris, juste pour que tu gâches tout avec des idées stupides? As-tu oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai offert un toit, de quoi manger, un avenir. Tu ne m'as pas donné d'avenir, ai-je hurlé, les larmes jaillissant enfin sur mes joues. Tu m'as enlevé ceux que j'aimais. Tu n'as fait que donner des ordres et critiquer. Tu ne m'as pas sauvé. Tu as juste fait de moi une orpheline à ton service. Il fit un pas vers moi, son doigt s'enfonçant dans ma poitrine. Tu veux la liberté? Batéan. Mais n'ose surtout pas revenir si tu échoues. Ces mots m'ont frappé comme un marteau de lynx, anéantissant le dernier espoir qui me restait. Il était inutile de le raisonner. J'ai fui la cuisine, la maison, lui. J'ai attrapé mon vieux sac à dos, les remplis de vêtements, d'un carnet et de ma dernière précieuse photo de mes parents. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas dit au revoir. Le vent froid de la nuit me piquait le visage ruisselant de larmes tandis que je marchais sur le chemin de terre, l'obscurité engloutissant mes pas. Je m'enfuyais, sans savoir où j'allais. Et pour la première fois depuis des années, je me retrouvais complètement seul. J'ai marché des heures durant, le froid de la nuit et la douleur lancinante dans mes jambes m'obligeant finalement à m'asseoir sous un chêne solitaire au bord de la route. Ma colère, un brasier déchaîné quelques instants auparavant, commença à s'apaiser, laissant place à un lourd regret dans ma poitrine. Ces mots, « Veux-tu être libre ?»« Vas-y » résonnaient dans ma tête. Mais ces leçons aussi. Discipline, persévérance, responsabilité.
Il voulait que je sois forte, que je survive. Il avait raison. Fuir était une erreur. J'avais du mal à l'admettre, mais il avait toujours eu raison. À l'aube, alors que les champs se paraient de nuances de gris et d'or, j'ai entrepris le long et humiliant chemin du retour. Mon sac à dos me paraissait lourd, mais mon cœur l'était encore plus. Je m'imaginais devant lui, le visage déformé par la honte, m'excusant de mon emportement. Je lui dirais que j'allais faire des études de commerce. Je le remercierais pour la première et peut-être la dernière fois. Mais quand j'ai poussé la porte d'entrée, la maison était étrangement silencieuse. Pas de tic-tac d'horloge. Aucun bruit venant de l'écurie. Mon cœur battait la chamade. Je l'ai trouvé dans la cuisine, allongé immobile sur le sol, serrant encore son petit carnet en cuir. « Grand-père » ai-je murmuré d'une voix tremblante. Il n'a pas répondu. Il était parti. Le médecin a dit que c'était un AVC, une mort silencieuse dans la maison même qu'il avait passé sa vie à préserver. Les obsèques ont eu lieu. 3 jours plus tard. Le ciel était couvert, comme s'il était en deuil avec moi. La petite église était remplie de parents que je n'avais pas vus depuis des années, des tantes, des oncles et des cousins aux visages inconnus. Ils n'étaient pas là pour pleurer. Leur chuchotement discret, monotone et sans émotion, me disait tout. Le vieil homme avare est enfin mort. J'ai entendu ma tante Clara dire, personne ne pouvait le supporter. Il a vécu seul, il est mort seul. Mon cœur battait la chamade, un mélange de chagrin et de colère pure. Ils ne savaient rien de lui. Pour eux, il n'était qu'un vieil homme cruel et sans cœur, une statue de glace. Lorsque le prêtre eut terminé son office, il se tut et regarda l'assemblée. « Quelqu'un souhaite-t-il dire quelque chose à propos de Richard » demanda-t-il. Silence. Personne ne bougea. Ma tante Clara baissa les yeux sur ses mains. Mes cousins remuaient les pieds et évitaient mon regard. Ils étaient tous là pour les funérailles, mais pas un seul ne put adresser un mot gentil à l'homme étendu dans le cercueil. Ce silence était comme un couteau qui me transperçait la poitrine. Un verdict final et cruel sur un homme qu'il n'avait jamais connu. Je ne pouvais pas le laisser partir ainsi, pas sans un seul mot de gratitude. Mes jambes étaient comme du plomb, mais je me levai. Tous les regards se tournèrent vers moi, mêlés de surprise et de curiosité. Je m'avançai vers la chaire, les mains tremblantes. « Je suis Elisabeth », commençai-je d'une voix étranglée. La petite fille de Richard Sterling. Je pris une profonde inspiration, prête à leur dire la vérité. Non pas une question d'argent, mais d'enfer, de leçons, et de cet amour que j'avais compris trop tard. Je serrai la chair, les jointures blanchies, et contemplai la mère de visage froid et critique. On le trouve cruel. Commençai-je, la voix plus assurée. Et il l'était. Il me grondait parce que je ramenais de la boue à la maison, à cause de mes mauvaises notes, parce que je pleurais quand mes parents me manquaient. Il me faisait me lever à 5 heures du matin, jusqu'à l'épuisement, sans jamais me consoler. Certains membres de la famille acquiescèrent, un sourire suffisant aux lèvres. Clara laissa même échapper un petit rire moqueur. Je les ignorais, le regard fixé sur le cercueil. Je le haïssais pour ça, poursuivis-je d'une voix chargée d'émotion. Je croyais qu'il ne m'aimait pas, qu'il ne me comprenait pas, mais je me trompais. Les murmures dans l'assemblée s'estompèrent. Les proches s'agitèrent, mal à l'aise. Il m'a inculqué la discipline en m'obligeant à me lever à l'heure et à ne jamais laisser filer une seule minute. Il m'a appris la persévérance, comme cette fois où il a réparé le toit de la grange sous la neige, sans jamais abandonner malgré le froid glacial. Il m'a appris l'économie, car chaque goutte de lait perdu était un effort gaspillé, sa sueur. Il m'a appris la responsabilité, car il n'a jamais abandonné ce pays. Et il ne m'a jamais abandonné, même si je n'étais qu'un orphelin qui lui donnait du fil à retordre. Et il m'a appris l'honnêteté. Même quand la vérité blessait, je me taisais, les larmes finissant par couler, brûlantes et irrésistibles. Il était l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. C'était un homme de son temps, façonné par un monde qui lui avait appris à être dur, non tendre. Je regrette seulement de ne pas l'avoir remercié de son vivant. Je suis descendu de la chaire, les jambes tremblantes, et suis retourné à ma place, un silence pesant régnant dans l'église. Mon éloge funèbre n'avait rien changé à la façon dont il le voyait, mais c'était mes adieux. Mon dernier cadeau à l'homme qui m'avait façonné. Assise là, je fus accueilli par un homme en costume gris impeccable. C'était Robert Thompson, l'avocat de mon grand-père. Il tenait une mallette en cuir usé. « Jameson » demanda-t-il. Je secouai la tête. « Elizabeth. »« Je suis Elisabeth. » Il esquissa un sourire chaleureux. « Elisabeth » se corrigea-t-il. « Je suis ici au sujet du testament de Richard Sterling. » Ces mots résonnèrent dans l'air, attirant tous les regards. J'avais oublié les vautours. Monsieur Thompson ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier. « De la part de Monsieur Sterling » dit-il d'une voix basse et posée,
Je tiens à vous informer que vous êtes son unique héritière. » C'était un homme très discret. En fait, la plupart de ses proches ici présents ignoraient tout de sa véritable fortune. Il marqua une pause, puis me regarda droit dans les yeux. « Felicitations, Elizabeth. Voici ce qu'il vous a légué. » Je restai figé, sous le choc. L'homme que je croyais être un pauvre fermier cruel était milliardaire. Le mot « milliardaire » pesait lourd sur moi. J'ai vu le visage de ma tante Clara se transformer, passant d'une satisfaction suffisante à un masque de rage pure et sans borne. Elle s'est mise à hurler, un cri strident de rage et de trahison. Ce n'est pas juste. C'était un imbécile. Il vivait comme un mendiant. Tu l'as forcément escroqué, petite vipère. L'avocat l'ignora calmement et sortit de sa mallette un vieux carnet à couverture de cuir. C'est ce que M. Sterling m'a demandé de vous remettre personnellement, Elizabeth, dit M. Thompson d'une voix plus douce. Il a dit que c'était plus important que n'importe quel bien. Je pris le carnet, les mains tremblantes. Le cuir était frais et lisse sous mes doigts. En l'ouvrant, une odeur de vieux papier et d'encre s'en dégagea. Un parfum qui évoquait l'air même de la ferme. Son écriture, ferme et soignée, remplissait les pages. Ce n'était pas un journal intime. C'était un recueil de pensées fragmentées, de courtes notes, comme des éclats de son âme. La première page était datée du lendemain de la mort de mes parents. Laura et David sont morts aujourd'hui. Il ne reste plus que la fille. Je dois prendre soin d'elle. Je ne sais pas être parent, je sais construire des choses, pas des êtres. J'ai dégluti difficilement, les larmes aux yeux, en lisant ces mots. Il avait eu peur, comme moi. Mais il ne me l'a jamais laissé paraître. J'ai tourné les pages, chaque ligne me transperçant le cœur. Il écrivait sur les nuits blanches, sur ces moments passés dans l'étable à me demander s'il m'avait bien élevé avec sa sévérité. Je ne sais pas dire des mots d'amour. Mon père m'a appris qu'un homme doit être fort. Pas de larmes, pas de faiblesse. C'est tout ce que je sais pouvoir enseigner à Elizabeth. J'ai peur qu'elle me haïsse pour toujours. Des larmes ont coulé sur la page, bavant l'encre. Il avait peur que je le haïsse. Il avait peur que je ne comprenne pas. J'ai ouvert le livre à la dernière entrée, écrite quelques semaines avant sa mort, probablement le jour même de notre dernière dispute. Elizabeth Grandy. Elle veut être libre. Je comprends. Mais je veux qu'elle ait une vie meilleure que la mienne, meilleure que celle de ses parents. Je l'aime, mais je ne sais pas comment le dire. Si je ne suis plus là, dis-lui que je suis fier d'elle. Je veux juste qu'elle soit forte, pour que personne ne puisse lui faire de mal. Ces mots m'ont transpercé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai sangloté et serré le journal contre ma poitrine. Il n'était pas l'homme froid et cruel que j'avais toujours imaginé. Il était seul, prisonnier des dures traditions de son époque, incapable de manifester son amour autrement que par des gestes silencieux. Son amour n'était pas une douce couverture. C'était une forge, un marteau, un feu destiné à me rendre forte. Assise là, j'ai senti le monde se transformer sous mes pieds. Les biens qu'il a laissés étaient précieux, mais le journal était le véritable cadeau. C'était son cœur ouvert devant moi, et je regrettais seulement de ne pas l'avoir lu plus tôt, quand j'aurais pu le regarder dans les yeux et lui dire « Je comprends, grand-père. Je comprends maintenant. » J'ai quitté le cabinet d'avocat, serrant mon journal contre moi, et je suis sorti dans la pâle lumière de ce dimanche après-midi. Le vent portait au loin le parfum du foin, et pour la première fois, j'ai souri, malgré les larmes qui perlaient encore sur mes joues. Grand-père Richard était parti, mais il m'avait laissé bien plus que de la richesse. Il m'avait légué ses enseignements, ses valeurs et un amour discret que je garderai à jamais. Ce soir-là, je suis retourné dans la cuisine froide de la ferme. La lampe à pétrole projetait une lueur chaude sur le journal tandis que je relisais ces dernières lignes. Je veux juste qu'elle soit forte pour que personne ne puisse lui faire de mal. J'ai serré les poings et j'ai eu l'impression qu'il était là, à me regarder de ses yeux gris perçants. Je le ferai, grand-père. Ai-je murmuré. Je serai forte. Le lendemain, j'ai commencé à me préparer. J'ai postulé à une école de commerce dans un État voisin, un choix pragmatique, fidèle à son esprit. L'université était un monde nouveau, plein de liberté, mais aussi de pression. Certains soirs, je restais tard à la bibliothèque, les yeux brûlants de lecture, les mains crispées à force de prendre des notes. Quand les travaux de groupe échouaient ou que j'avais une mauvaise note, je me sentais comme la petite fille qu'on grondait. Mais à chaque fois que je doutais, j'ouvrais mon journal et je relisais ces mots. Si tu commences quelque chose, tu le finis. Je travaillais à temps partiel dans un café, je cassais des tables et je lavais des tasses, vivant frugalement, comme il me l'avait appris. Je ne gaspillais jamais un sou, même quand mes amis m'invitaient à faire les boutiques ou à sortir. Cette frugalité m'a permis de traverser des mois difficiles et m'a appris la valeur de chaque centime. J'ai aussi appris à être honnête, même quand la vérité était douloureuse.
J'acceptais les pénalités de retard pour les devoirs plutôt que de mentir. Je me souvenais de ces mots. Mentir, c'est se mentir à soi-même. À 22 ans, j'ai obtenu mon diplôme, fruit de nuits blanches et d'un travail acharné. Je ne suis pas retourné tout de suite à la ferme. J'ai plutôt utilisé l'héritage pour créer une petite entreprise de logistique qui transportait des produits des fermes locales vers les marchés. L'idée m'est venue de mes années à la ferme, où je l'avais vu se démener pour vendre sa production. Créer une entreprise a été difficile. Les camions tombaient en panne, les clients ne payaient pas à temps et certaines livraisons étaient gâchées. Mais quand j'étais sur le point d'abandonner, je pensais à lui réparant le toit sous la neige. J'ai serré les dents et persévéré. Ces leçons ont la discipline, la persévérance, la frugalité, le sens des responsabilités et l'honnêteté sont devenus mon guide. Elles ont transformé ma petite idée en une entreprise stable, suffisamment solide pour que je puisse acheter une maison et construire une vie que j'aime. Aujourd'hui, je me tiens devant sa tombe. Non plus comme la petite fille apeurée dont il prenait soin, mais comme une femme forte et confiante qui comprend son amour. Le plus grand héritage de mon grand-père n'était ni l'argent ni la ferme, mais les qualités inestimables qu'il m'a transmises. Il m'a enseigné non par de douces paroles, mais par une vie de sacrifice silencieux. Je dépose un bouquet de marguerites sur sa pierre tombale. Le vent souffle, faisant bruisser les feuilles du vieux chêne, et je ressens une paix profonde, comme si nous nous comprenions enfin. Je sais qu'il me regarde et j'espère qu'il est fier de moi. Merci, grand-père, je murmure. Je n'oublierai jamais. Et je sais que lui, cet homme à la fois dur et terriblement humain, continuera de vivre dans chacune de mes décisions et dans chaque combat de ma vie.